Chers amis, bonjour. Alors écoutez, il y a un petit problème, il y a un petit souci avec OBS là, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, vous n'avez pas le paysage habituel, pardonnez-moi cette fois-ci là. Oh là là, les câbles, le clavier, mon clavier, c'est pas très joli. Vous me pardonnerez de ce manque de transparence, je ne sais pas ce qui se passe. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va. Écoutez, je voulais vous faire une petite vidéo, mais vraiment très courte, parce que je suis fatigué, extrêmement fatigué aujourd'hui. Et j'avais envie de vous parler un petit peu du passage de la fin des Carolingiens avec Childéric III dit le fainéant. Je vais vous dire un petit peu en deux mots ce que le Vatican, enfin ceux qui ont fait l'histoire, ont refait l'histoire, entendent par fainéant. Les rois fainéants, vous savez, on entend beaucoup parler des rois fainéants, selon lesquels, oui, les rois ne foutaient rien, ils ne fichaient rien, ils laissaient aller le royaume, ce qui est faux. Faux et archi faux. Quand il y a eu des moments de paix dans le royaume, des moments de paix, on disait que les rois, ils festoyaient. Donc c'était des fainéants, des paresseux. Et pourquoi? S'il n'y a pas de quoi faire une guerre, si le royaume se porte bien, pourquoi les traités de fainéants? Est-ce que les rois devaient sans cesse guerroyer pour pouvoir être appelés courageux ou lâches ou je ne sais pas? Est-ce que c'est cela être actif, d'être toujours en guerre? Oui, c'est vrai que depuis la révolution dite des pays des fromages, on ne cesse d'élever au niveau de la vertu des gens qui n'ont fait que finalement être sanguinaires, quoi. Alors on appelait ces gens-là des héros. Ben non, non, c'était pas des héros. Moi-même, je soutiens en partie la révolution dans la première année, oui, bien sûr. Le peuple mourait de faim, le peuple n'avait pas de quoi manger, le peuple parisien surtout, hein. Et il en allait de même dans le royaume des Francs. Donc il fallait bien que les choses changent. En effet, cela va de soi. Mais de là à faire constamment des guerres, alors les guerres ont été faites l'année suivante en 1790, mais on y reviendra. On y reviendra. Alors traiter les rois de fainéants, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. À ce moment-là, on pouvait dire que Louis XIV, après les guerres qu'il a menées, il est devenu paresseux en festoyant Versailles. Ah ben non. Une fois qu'il avait pacifié son royaume, pourquoi allait-il faire des guerres? Bon, c'est vrai qu'il était un roi assez guerrier, assez belliqueux, Louis XIV. Mais enfin, bon, Louis XV n'a pas trop fait de guerre, non plus. Il partait souvent à la chasse, bon, il festoyait à Versailles. Bien sûr, bon, ces rois étaient, depuis Louis XIV, éloignés de Paris. Ça a été la grande erreur de se couper du peuple parisien, parce que les Parisiens aimaient bien voir une fois par an au moins leur prince, leur roi, pour pouvoir faire ce qu'on appelle les écrouelles, vous savez, pour les plus pauvres. Et le fait de s'être éloigné du peuple de Paris, ça n'a pas apaisé la colère du peuple, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la révolution vient en grande partie de là. Et les bourgeois, justement, les bourgeois étant devenus assez importants, imposants même, pas le tiers-état, ce qu'on appelle le tiers-état en fait, hein, eh bien ils ont pris le pouvoir, ils ont fait un poupouche contre la noblesse et l'Église bien sûr. Et qui était le plus victime? Bah, c'est le peuple, encore une fois. C'est le peuple qui a été le plus meurtri dans cette révolution. Alors je rappelle, et ça j'y reviendrai lorsqu'on arrivera à la révolution de 1789, mais les États généraux en 1788, j'y reviendrai. Pour le moment, je reviens un petit peu sur la définition des rois fainéants, des mérovingiens. Les quelques mérovingiens qu'on a traités de paresseux, de fainéants, parce qu'il n'y avait pas de guerre à faire. Mais que voulez-vous? C'est ça la diplomatie. Ben, le Vatican n'était pas content. Les gens qui derrière, les Carolingiens qui commençaient à bouconner pour prendre la place, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé avec Pépin III, dit le Bref, hein, appelé le Bref, hein, Pépin le Bref, qui sort de nulle part, on ne sait même pas de quelle lignée il est, où il était si vous préférez, mais moi je parle au présent, on ne sait pas de quelle lignée il est, de quelle famille, c'est un mystère.
Alors, à mon avis, et c'est là que je reviens à ce que je vous disais depuis un certain temps, à mon avis, ce prince a été formé. Bon, c'est peut-être un roturier, peut-être un noble, j'en sais rien. Je sais, mais un noble, je pense pas, parce qu'il aurait été quand même, il aurait été recensé. Peut-être quelqu'un d'important, mais enfin bon, un aristocrate certainement, hein, oui, c'était un aristocrate puisqu'il était, comment déjà on dit ça, maire du palais de Neustrie. Attendez, non, avant. Bon, il avait un grand poste important à Paris, effectivement. Il était maire de, pas maire, mais enfin l'équivalent du maire, oui, on va dire. Donc il avait des pouvoirs assez importants et il a renversé, bien sûr, Chédric III qui s'est enfermé dans un monastère, comme je vous l'avais dit. Alors, comme je vous l'ai dit la veille. Alors, ce prince Pépin le Bref, donc, il vient d'où? On ne sait pas. Les pépinides, c'est quelque chose d'assez étrange. Euh, je vais essayer de chercher. Alors, attendez. Euh, Pépinide. Alors, évidemment, c'est Wikipédia qui va donner la définition. Bon, j'aurais bien aimé avoir une autre source, mais c'est difficile de trouver la vérité à travers les thèses officielles. C'est difficile. Bon, puis là, il marche mal Internet, je sais pas ce qu'il y a. Est-ce que j'ai été piraté? J'en sais rien. Étrange, étrange, étrange. Ouais, d'accord, pas moyen de les avoir. C'est quand même assez étrange. Ouais, je m'en doutais. Non, les enfoirés. Vraiment, ils font tout pour nous saboter le travail. Bon, je reviens sur cette lignée. Bon, ben, je peux pas les avoir. Je suis désolé, mais je suis navré plutôt. Je trouve ça étrange. Alors, on va essayer de chercher ici sur Google. Pépinide. Je sais pas si je vais trouver ici. J'ai l'impression que ça marche mal. Ah, ici, ça a l'air de un peu mieux marcher. Voilà. Oui, bah c'est Wikipédia, évidemment. C'est la thèse officielle religieuse d'où vous savez. Bon, les pipinides plutôt, ou pépinides. Encyclopédia universaliste, évidemment, il n'y a que ça. On n'a rien de bien particulier. Bon, bref, je ne vais pas vous lire ça, ça ne m'intéresse pas trop. Nous ne sommes pas du tout sur le sujet. Donc, bon, revenons un petit peu à nos moutons. Alors, on ne sait pas d'où sort ce prince, ce Pépin III, donc. Bon, ben voilà, hein, vous connaissez un petit peu maintenant. On va dire que c'est un putsch, en quelque sorte, hein. C'est un putsch monarchique, hein, entre les Carolingiens, les Mérovingiens et les Carolingiens. Mais ce qui ne plaisait pas au Vatican, si vous voulez, aux religieux chrétiens, c'est que les Mérovingiens défendaient toutes les religions, vous voyez, toutes les croyances. C'était déjà, si vous voulez, un peu ce que font certains dirigeants aujourd'hui des pays arabes, comme par exemple c'était le cas c'est le cas de la Syrie, avec Bachar el-Assad, vous voyez, qui défend absolument toutes les religions, tout en étant lui-même un dirigeant pardon, musulman. Mais il respecte toutes les croyances orthodoxes, chrétiens orthodoxes, chrétiens chrétiens, catholiques, chrétiens protestants, ce que vous voulez. Les musulmans, évidemment, puisqu'il est lui-même musulman, il va à la mosquée. Bon, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui, comme dirigeant, nous fait penser un petit peu ce que nous avions au pays des Francs, au temps des Carolingiens. C'était un peu ça. Mais le Vatican n'était pas content parce qu'il ne voulait pas partager sa doctrine avec les autres religions. Vous comprenez? Donc la guerre d'influence devait se faire uniquement par l'Église et que pour l'Église finalement. Seule l'Église devait triompher
à travers le royaume franc. Et de là, nulle autre religion devait, d'ailleurs, d'où les guerres de religion, rappelez-vous, hein, euh, avec, comment elle s'appelle, oh, je ne sais plus dans quel siècle, mais nous y reviendrons de toute façon au fur et à mesure que je vais vous parler des princes, comme au temps d'Henri III, voilà, au temps d'Henri III et d'Henri IV. Il y a eu ces guerres de religion. Henri IV, vous le savez, il a dû adjurer le protestantisme pour se faire catholique, sinon c'était pas bien vu, quoi. Alors voilà, c'est vous dire l'influence guerrière que menait le Vatican déjà depuis très longtemps, au temps des Mérovingiens déjà, hein, pour essayer de prendre la place. Et c'est là qu'ils ont réussi avec Pépin le Bref, qui va armer qui va, qui va armer, disons, l'Église, ou l'Église va l'aider, et ils vont prendre ensemble le pouvoir. Et ce pouvoir, vous allez le voir sous Charlemagne, dit Carlus Magnus, qui n'est pas un Français, qui n'est pas un Franc, mais plutôt un Romain. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons à Carlus Magnus, dit Charlemagne. On vous le présente comme un homme d'une barbe fleurie. Non, c'est pas du tout ça, Carlus Magnus. Je vous le dis franchement, c'est quand vous voyez l'écusson, mais nous y reviendrons, c'est pas du tout ça. C'est plutôt un empereur avec une couronne de laurier qui, voyez, après avoir gagné, massacré les incroyants, les infidèles ou les païens, comme disent les croyants chrétiens, catholiques, hein, les païens, ils n'étaient pas païens du tout, mais ils avaient une autre religion, la religion primordiale. La Gaule, elle avait sa religion primordiale. Les pays francs, jusqu'à la fin des Mérovingiens, étaient, ils toléraient toutes les religions, toutes les croyances, mais la religion odinique avait encore toute sa place. Et d'ailleurs, les basiliques et les églises portant le nom de Notre-Dame, qui datent de cette époque-là, hein, notamment Notre-Dame de Paris, vous voyez les symboles. C'est pour ça que Notre-Dame, que la flèche a brûlé, comme par hasard, parce que beaucoup de signes odiniques étaient marqués dans les pierres et surtout dans les poutres. Donc les poutres ayant pris feu, ben, voilà. Mais il y a encore des signes odiniques, notamment dans l'entrée sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Mais bon, ça, allez voir Oleg de Normandie, il en parle beaucoup mieux que moi. Pagan TV, hein, je vous rappelle, sa chaîne c'est Pagan TV. Voilà, chers amis, ce que j'avais à dire sur mon approche par rapport aux pays francs de la fin des Carolingiens qui ont été écartés par un putsch, hein, il faut appeler ça comme ça, par les Carolingiens, et nous y reviendrons. Alors je tâcherai demain, si je peux, faire une vidéo un peu plus longue. Voilà, chers amis, pardon de ces incidents. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de chercher là. Mais je trouve que c'est quand même dommage. Qu'est-ce qu'ils mettent là? Ben là aussi, il y a un problème. Ah, c'est bizarre. Là aussi, ça marche pas sur Google, là. C'est bizarre. J'arrive pas à voir le site. Ah si, ça y est, là je crois qu'il y est. Enfin, peut-être. C'est même pas sûr. Ah ben si, là il y est. Vous voyez comme quoi que... Bon, ben tant pis, je suis désolé, hein, je n'ai pas pris la bonne... Alors c'est Microsoft qui marche pas bien. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, je ne l'ai pas dit, mais bon, abonnez-vous, partagez cette vidéo autant que vous le pouvez. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Mettez un pouce, likez, mettez un dislike si vous voulez. Et faites-moi des commentaires s'il vous plaît. N'hésitez pas à me contacter par cette chaîne. Et puis nous essaierons de voir ensemble ce que je peux faire pour vous apporter davantage de contenu de qualité et de quantité. Mais ça, aidez-moi, donnez-moi vos suggestions. Je suis prêt à les partager. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.